Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, bonsoir. Très content de vous retrouver dans ce Washington Forum du 16 août 2012. Comment mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Le Kivu est en proie à des affrontements entre l'armée régulière et des groupes rebelles. Il y a des morts, des centaines de milliers de déplacés, mais aussi la peur de l'embrasement régional. Le Rwanda est montré du doigt, mais clame son innocence. Est-il temps de mettre un terme au blame game et régler la crise? Le point d'interrogation dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique et à Washington Forum. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité avec Nicolas Pinault. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. À la une cette semaine, ces accidents d'hélicoptères de l'armée ougandaise, l'Afghanistan à nouveau ensanglanté et le ticket républicain dévoilé pour la présidentielle américaine. Mais on commence ce tour d'horizon de l'actualité par le Mali. Diokounda Traoré n'a pas encore annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les Maliens sont dans l'attente alors que les 2/3 du pays sont toujours contrôlés par les islamistes. Un rassemblement pour la paix a eu lieu la semaine dernière dans la capitale malienne. 3 hélicoptères de l'armée ougandaise se sont écrasés dimanche sur le mont Kenya. 2 soldats ougandais sont morts, le corps d'un 3e a été repéré hier par les sauveteurs kényans. Les 15 occupants des 2 autres hélicoptères sont tous sains et saufs. Dans le reste du monde, série d'attaques en Afghanistan. Plus de 50 personnes dans le pays sont mortes cette semaine au cours de l'une des journées les plus sanglantes cette année. Le porte-parole de la Maison-Blanche a fait part de sa préoccupation. Enfin, retour à Washington, dernier rebondissement dans la campagne présidentielle américaine. Le candidat républicain Mitt Romney a choisi son colistier pour la course à la Maison-Blanche. C'est l'élu du Wisconsin, Paul Ryan, qui deviendrait vice-président en cas de victoire contre Barack Obama. Et cette dernière minute en provenance du Gabon, au lendemain des violents heurts lors d'une manifestation interdite du parti dissous d'André Mbaombam. L'opposition dénonce l'acharnement du pouvoir en faisant état de 3 morts, un bilan formellement démenti par les autorités. Voilà, Jacques, ce qu'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Je vous souhaite une bonne émission. Merci bien, Nicolas, et on vous retrouve tout à l'heure. Cela fait plus d'une décennie maintenant que l'ONU est préoccupée par les conflits armés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Aucun apaisement toutefois, d'autant que la crise a pris une nouvelle tournure et un nouveau nom, le M23. Un groupe rebelle que le Rwanda est accusé de soutenir militairement. Mais démenti formel de Kigali, une guerre qui tue et une guerre des mots qui n'en finit pas. Le point avec Robert Daguillard. Une énième flambée de violence en RDC et un énième sommet pour tenter de mettre fin à l'instabilité chronique qui ravage l'Est congolais. La semaine dernière, les leaders de la région des Grands Lacs se retrouvaient à Kampala pour discuter des modalités d'une éventuelle force régionale de maintien de la paix en vue de mettre fin aux activités du mouvement M23, la rébellion Tutsi congolaise qui a pris les armes en avril contre le gouvernement de Kinshasa. Mais dans le communiqué final de la conférence, peu de résultats concrets. Les États ci présents s'engagent à œuvrer avec la plus grande vigueur pour mettre fin à la violence dans l'Est de la RDC, sans exclure la possibilité de sanctions contre ceux qui feraient obstacle au processus de paix. Et pas d'avancée sur la force de maintien de la paix. Le Rwanda et la RDC sont d'accord sur le principe depuis une précédente réunion à Addis Abeba au mois de juillet. Mais Kinshasa ne veut pas de participation de ses voisins à cette force, dans la mesure où il soupçonne le Rwanda et peut-être l'Ouganda de soutenir la rébellion du M23. Il est clair qu'une force neutre ne saurait comprendre de soldats congolais car elle serait internationale ou rwandais, puisque le Rwanda fait partie du problème. Mais le Rwanda, qui nie tout soutien au M23, affirme qu'une solution doit impliquer tous les États de la région et rappelle que les 20 000 casques bleus des Nations Unies n'ont pas ramené la paix en RDC.
C'est important qu'une initiative régionale tente de mettre fin au conflit. N'oublions pas que les casques bleus sont ici depuis 13 ans et regardez où nous en sommes. Et pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave. Valerie Amos, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, en faisait récemment le constat dans des camps de réfugiés en RDC et au Rwanda. C'est une situation terrible car des milliers de gens arrivent ici en très peu de temps. Nous faisons de notre mieux ici, mais il faut tout faire pour que la violence s'arrête. En fait, la situation est peut-être plus grave encore que ne le laissent entendre les déclarations officielles. L'organisation humanitaire Oxfam affirme que 400 000 personnes dans l'Est congolais ont fui leur foyer depuis la fin mai et que la région fait maintenant face à une nouvelle prolifération de groupes armés. Voilà, le décor est planté. Le débat maintenant avec mes invités. En ligne de Kinshasa, Lambert Mende, ministre congolais des médias et porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À New York, Olivier Nduhungirehe, chargé d'affaires à la mission permanente du Rwanda aux Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir. Et Robert Daguillard m'a rejoint sur ce plateau. Robert, chef du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique. Bonsoir Robert. Bonsoir Jacques. Voilà, on commence tout de suite ce débat. Lambert Mende, le M23, nom qui fait référence au 23 mars 2009, date à laquelle l'armée congolaise avait signé des accords avec leurs membres pour une meilleure intégration au sein des FARDC. Pour les rebelles du M23, l'accord n'a pas été respecté. Est-ce donc une crise totalement imputable au régime de Joseph Kabila? D'abord, je mets en doute, le gouvernement congolais met en doute l'existence réelle de ce groupe qui s'appelle M23. C'est une fiction qui a été inventée au Rwanda pour justifier la énième agression contre notre pays. Ces revendications sont totalement fantaisistes et nous avons eu à le démontrer, puisque qu'est-ce qu'ils prétendent rechercher? Ils rechercheraient des grades. Mentaganda, leur chef, est général. Est-ce que général, ce n'est pas un grade? Et où a-t-il eu ce grade si ce n'est que grâce à cet accord de 2009 qu'ils prétendent vouloir faire appliquer? Aujourd'hui, ils sont même les plus nombreux dans l'organigramme des officiers de FARDC, mais ils parlent de leur intégration au sein de FARDC. C'est donc une pure fiction, de la fantaisie. Nous ne les considérons pas comme partie à ce conflit. C'est un conflit qui met face à face le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors ne me parlez pas de M23. Oui, mais monsieur le ministre, Bosco Ntaganda, vous venez de parler de lui. Kinshasa a fait confiance à Bosco Ntaganda pendant un bon bout de temps. Il est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et voilà, officieusement, c'est lui qui dirige le M23, n'est-ce pas? Absolument. Nous avons fait confiance. Vous avez confiance à Bosco Ntaganda à ce moment. Vous avez fait confiance à Bosco Ntaganda, n'est-ce pas? Nous avons totalement perdu confiance en lui parce qu'il a brisé son engagement pris avec le gouvernement congolais de pouvoir rompre avec ces rébellions que Laurent Nkunda avait créées avec lui et rejoindre les casernes de notre armée avec tous ces garçons qui semaient la terreur au Kivu. Le gouvernement a pris le pari de faire confiance à ses compatriotes. Oui, mais ces garçons, monsieur le ministre, vous me pardonnez de vous interrompre, ces garçons, c'était des soldats au sein des FARDC, n'est-ce pas? Ils ont fait défection. Bien sûr que nous les avons intégrés dans le cadre de l'exécution d'un accord de paix. Cela peut se faire et il n'appartient à personne de nous le reprocher. C'est eux qui ont violé leur engagement vis-à-vis de la nation et nous les avons radiés de l'armée et nous les poursuivons maintenant pénalement et le Rwanda les aide à échapper aux poursuites pénales que nous avons intentées contre eux. D'accord. Alors Olivier, vous êtes à New York. L'ONU accuse votre pays, le Rwanda, de déstabiliser la RDC. Que répondez-vous à cela? Merci de m'accorder cette opportunité. En fait, il faut rappeler que toutes ces accusations ont comme origine un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Et on se rend compte que tout le monde parle de ce rapport, mais il y a peu parmi les journalistes, parmi les chercheurs, parmi les observateurs qui ont effectivement lu les accusations qui sont contenues dans le rapport
dans ce rapport qui a été publié le 26 juin. N'empêche, Olivier, il y a certaines parties qui ont été publiées. Par exemple, ces experts parlent de camps d'entraînement près de l'aéroport de Kigali, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, tout le problème qu'il y a dans ce rapport, c'est que c'est un rapport qui ne respecte pas les règles élémentaires d'investigation. Tous les témoignages qui ont été recueillis sont des témoignages anonymes d'officiers congolais, de leaders locaux, de politiciens congolais, de transfuges du M23, et aucune investigation n'a été entreprise au Rwanda. Donc c'est là le problème qui existe. Et je peux donner des exemples très précis qui montrent en quoi les accusations sont fantaisistes. Il y en a beaucoup, mais j'en donnerai uniquement trois. Trois, très rapidement. Oui. Premier exemple. On nous dit par exemple dans le rapport que... on nous montre des photos de munitions de 75 mm, canons 75 mm. Voilà. Est-ce que Kigali a fourni ces canons à ces rebelles? C'est ce qu'on dit dans le rapport. On dit que l'armée congolaise ne détient pas ces canons et ces munitions. Et donc, conclusion, c'est que ces canons ont dû provenir du Rwanda. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prend les rapports de 2008 et de 2009 du même groupe d'experts sur la RDC, ce rapport dit clairement qu'ils ont fait un relevé de l'armement des FARDC et aussi du CNDP, et ils ont trouvé des canons 75 mm et aussi des lance-roquettes 75 mm. Donc le rapport qui accuse le Rwanda contredit les rapports du même groupe d'experts de 2008 et de 2009. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qui provient d'un nouveau rapport du groupe d'experts qui a été transmis aux membres du Conseil de sécurité le 7 août, on nous dit, par exemple, le groupe d'experts qui visitait le Rwanda à Kanombe, le camp militaire de Kanombe le 25 juillet, dans ce rapport, on peut lire dans ce rapport au paragraphe 18, on nous dit que le Rwanda... des militaires rwandais et des militaires du M23 qui tombent sur le champ de bataille à l'est du Congo sont enterrés au cimetière militaire de Kanombe. Et les experts nous disent qu'ils ont remarqué eux-mêmes des tombes fraîches. C'est ce qu'ils disent, fresh graves. Et ils nous disent qu'ils ont demandé aux militaires qui étaient là en disant à quoi correspondent, pourquoi y avait-il des tombes fraîches. Et puis on leur a dit que c'était des militaires rwandais qui sont tombés au Darfour, les casques bleus. Et le rapport et le groupe d'experts de conclure, cela est un mensonge. D'accord. Alors, le dernier groupe... Olivier, comme j'ai promis, alors rapidement, que répondez-vous à ce que dit ce rapport sur ce point-là, rapidement? Sur ce point, donc le groupe d'experts disait que le dernier soldat rwandais qui est mort au Darfour est mort en mars. Donc il peut pas avoir été, les soldats rwandais morts en mars ne peuvent pas avoir été enterrés dans ces tombes fraîches de juillet. Mais le problème, c'est qu'on a fourni les noms des officiers qui sont morts qui ont été enterrés même le 24 juillet. Le lieutenant Vincent Milenge a été enterré le 24 juillet, la veille de l'arrivée du groupe d'experts. Un autre soldat... D'accord. Alors Olivier, j'ai compris que donc, évidemment, on ne va pas entrer dans tous les détails. Comme j'ai promis, on va essayer de parler de solutions à cette crise. Robert, comme je l'ai dit, donc, nous n'allons pas nous attarder sur les accusations. On sait c'est là déjà. Et voilà, il y a eu ce sommet à Kampala. Kampala, effectivement. Alors, on dit que ça a été un échec. Pourquoi? Écoutez, vous venez d'entendre les déclarations des officiels et des participants à ce débat, surtout des officiels congolais dans mon reportage, ainsi que le ministre Lambert Mende. Et vous voyez bien qu'il y a un manque de confiance totale entre le Rwanda d'un côté et la RDC de l'autre. C'est-à-dire que ce sont deux pays qui ne peuvent même pas se mettre d'accord sur l'existence d'une rébellion qui s'appelle le M23. Ce qui est intéressant dans cette réunion, dans ce sommet de Kampala, c'est que c'est la première réunion sur les Grands Lacs à s'être tenue depuis qu'on peut sentir un mécontentement perceptible de la part des alliés traditionnels du Rwanda. C'est-à-dire en premier lieu les États-Unis. Vous savez que la secrétaire d'État Hillary Clinton vient d'achever une tournée africaine au cours de laquelle elle a encore une fois appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23. Il faut tout faire en sorte pour que la violence s'arrête à l'est du Congo. Il y a eu également une subvention, une
suspension d'une partie de l'aide militaire au Rwanda, 200 000 $. Bon, c'est une somme symbolique et rien ne dit que cette aide militaire ne sera pas rétablie dans les mois à venir. Mais clairement, il y a des signes de mécontentement de la part des États-Unis, ce qui laisse entendre que les Américains croient aux conclusions du rapport de l'ONU, du rapport d'experts de l'ONU, et disent il faut que ça cesse, il faut ramener la stabilité dans la région. Voilà, messieurs, vous restez avec nous. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Le débat continue après cette pause. Avec la nouvelle équipe de Washington Forum. Avec Jacques Aristide à la présentation, Nico et Morgane vous proposent les nouvelles. Robert explore en profondeur les sujets affectant votre vie. Et Décoller avec Roger qui jette un regard amusant sur votre monde. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Retrouvez-nous à la télé, la radio, sur Internet et sur votre portable. Jacques Aristide à Washington, y a-t-il une sortie de crise dans l'Est de la RDC? En ligne de Kinshasa, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. À New York, Olivier Nduhungirehe, de la mission permanente du Rwanda aux Nations Unies. Et Robert Daguillard, chef du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique. Et maintenant, quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Nous commençons avec Daniel Sixt. Il faut qu'on arrête de traumatiser et de tuer les populations de l'Est du Congo juste parce qu'on veut assouvir ces convoitises nuisibles. Laissez mon peuple vivre en paix. Et puis Kibogo Kanimba, pointer toujours le Rwanda lorsque ça ne va pas chez soi est trop facile. Le Rwanda n'est qu'un bouc émissaire de l'irresponsabilité de l'État congolais et de l'échec et l'inutilité des Nations Unies via la MONUSCO dans l'Est de la RDC. Si les experts de l'ONU ont sorti ce rapport, c'était pour distraire l'opinion internationale sur ces échecs. À la Voix de l'Amérique, nous avons un projet qui s'intitule « Les 100 citoyens journalistes ». Quelques-uns d'entre eux ont réagi au débat du jour. Pour nous en parler, nous retrouvons Nicolas Pinault. Et oui, la Voix de l'Amérique, Jacques, vous le disiez, s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet. Nous commençons par Esmar Kakule Sokoni de Goma. Nous pensons qu'il serait mieux, comme on a dit, qu'il y aura une force d'intervention qui va venir, que la force vienne et qu'elle essaie de sécuriser la population. Mais sinon, tout le monde ici est d'accord qu'il faudrait peut-être changer les mandats de la MONUC. Vraiment, la population souffre. Et je vous propose à nouveau d'écouter un témoignage, cette fois-ci d'un citoyen journaliste de la ville de Lubumbashi, au Katanga. L'autre question, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Tout le monde veut voir le gouvernement congolais réagir. Pourquoi ne pas déclarer une guerre, par exemple, sur le terrain, et c'est la pauvre population qui continue à souffrir. C'est la pauvre population qui meurt chaque jour. Enfin, retour à Goma, écoutons notre citoyen Timothée Chimanga. La population vit dans une psychose incalculable, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen à ce que les gens puissent développer leurs activités, les commerces. Chaque jour, la population se demande est-ce qu'on arrivera à demain sans qu'il y ait attaque, étant donné qu'on a vu des populations déplacées pour cette insécurité qui vivent dans des camps. Voilà Jacques pour ces témoignages des citoyens journalistes de la Voix de l'Amérique en RDC. Merci bien, Nicolas. Lambert Mende, merci d'être toujours avec nous. Alors, on vient de l'entendre, la stabilité de la RDC est en jeu, mais la situation a des ramifications graves sur les pays voisins et la sous-région dans son ensemble. On parle d'une force neutre pour contrôler les frontières. Où en est-on ? Nous pensons que c'est une des solutions idéales parce que ce qui se passe maintenant au Kivu n'est que le dernier épisode d'une longue série d'actions
qui partent toujours du pays, notre voisin, avec lequel nous avons parié au cours de ces 3 années de construire une paix durable. Et nos espoirs ont été déçus par cette agression que nul n'attendait ici en République démocratique du Congo. Et donc nous pensons que maintenant il appartient à la région, à la communauté internationale dans son ensemble d'aider à résoudre ce problème dont on prend prétexte de ce qui s'est passé avec l'opération turquoise, lorsqu'on a mis dans notre pays, contre la volonté même du régime Mobutu qui était là à l'époque, ces personnes qui sont venues en armes et dont la présence chez nous donne tous les prétextes à ces prédateurs qui alimentent des rébellions depuis toujours. Le M23 n'est que la énième rébellion. Demain, ce sera le M24, après-demain, le M25. C'est pourquoi nous refusons de négocier désormais avec ces gens qui ne sont que des faire-valoir et que nous préférons que le problème soit résolu par l'État voisin dans lequel se situent les racines de ces révolutions, ces rébellions que l'on manipule à volonté pour maintenir cette région en état d'être pillée. Voilà, Monsieur le ministre, je vais demander au Rwanda ce qu'on pense de cette force neutre. Olivier, vous êtes à New York. Oui. Merci. En fait, les problèmes du Congo, c'est un problème de déficit de gouvernance. Oui, non, mais Olivier, que pensez-vous de cette force neutre pour surveiller la frontière RDC-Rwanda? Ok, je répondais d'abord aux accusations de Monsieur le ministre Mende, mais la force internationale neutre, c'est une force qui a été dont le principe a été adopté à Addis Abeba et à Kampala, le sommet de la conférence des Grands Lacs, et on soutient tout à fait la création de cette force, comme on a toujours soutenu toute initiative diplomatique pour résoudre la crise du Congo. Puisque la crise du Congo, c'est une crise qui date d'il y a longtemps. C'est une crise de déficit de gouvernance. Et le Rwanda, c'est un bouc émissaire trop facile qui est avancé par le gouvernement congolais pour éviter de faire face aux problèmes de gouvernance. Puisque à l'est du Congo, il y a plus de 20 mouvements armés. Et on a entendu même ce matin qu'il y a un mouvement dans l'Ituri qui a fait fuir des centaines de personnes vers l'Ouganda. Donc il est trop facile de trouver un bouc émissaire au Rwanda en disant que c'est le Rwanda qui est la cause de tous les maux du Congo, alors que c'est un problème interne congolais, un problème de déficit de gouvernance et de vide sécuritaire. D'accord, donc vous ne voulez pas que le Rwanda soit le bouc émissaire. Robert Daguillard, comment Joseph Kabila et Paul Kagame peuvent personnellement peser de tout leur poids pour régler ce problème? Il faut dire que Joseph Kabila, le président congolais, a sans doute une marge de manœuvre très réduite pour essayer de résoudre la situation dans l'Est du Congo, dans la mesure où son gouvernement, son État est vraiment faible. Bon, comme M. Ndungire vient de le rappeler, il y a quand même une vingtaine de groupes qui sévissent dans l'Ituri. L'organisation humanitaire Oxfam dit qu'il y a en fait une profusion de nouvelles milices qui ont fait leur apparition au cours de ces mois derniers. Donc c'est très très difficile de contrôler vraiment pour le gouvernement congolais ce qui se passe à l'Est du Congo, dans l'Est du Congo. Et vous avez entendu vous-même le ministre Lambert Mende dit oui, mais écoutez, ces gens du M23, ce sont des gens que nous avons intégrés dans notre armée en 2009, mais évidemment, auparavant, c'était des rebelles qui combattaient sous une autre étiquette, celle du CNDP. Donc c'est vraiment très difficile au gouvernement congolais de faire par tout seul, de régler cette crise tout seul. Quant au président Kagame, le président rwandais, il a sûrement une marge de manœuvre beaucoup plus large dans la mesure où il contrôle un État bien structuré, il a une armée très bien structurée, c'est un petit État, il y a un État fort au Rwanda. Mais d'un autre côté, il faut dire que si les accusations congolaises et si les accusations contenues dans le rapport d'experts des Nations Unies sont correctes, donc ce n'est pas seulement d'une implication militaire du Rwanda qu'il s'agit, mais peut-être aussi qu'il y a des intérêts économiques derrière. Et laisseront-ils le président Kagame faire en sorte qu'on puisse arriver à une entente avec le gouvernement de Kinshasa, si ces accusations sont correctes, bien sûr. Voilà, difficile pour Kinshasa. Mais Lambert Mende, selon vous, quelle pourrait être la sortie de crise? Je pense que la première étape pour une sortie de crise, c'est que le Rwanda s'abstienne d'interférer dans les affaires intérieures du Congo. Nous avons 9 voisins et c'est curieux, il n'y a qu'un seul
qui prétend nous donner des leçons, que nous sommes un État failli, qui a un problème de gouvernance, mais qui a érigé le Rwanda en tuteur du Congo pour évaluer le niveau de notre gouvernance. Je pense que le Rwanda a ses problèmes, nous n'avons pas à le juger, et nous aimerions qu'il en fasse autant, qu'il cesse de persifler sur nos problèmes. Nous avons 9 voisins, on n'a pas de problème avec aucun d'entre eux, on n'a pas de bouc émissaire qu'on a choisi parmi les 9 voisins. Il est quand même curieux qu'on se focalise seulement sur le Rwanda, alors que ces 3 dernières années, nous avons tout fait. Il y a eu des visites d'échanger. Notre président est allé plusieurs fois au Rwanda. Le président rwandais est venu plusieurs fois à Goma ou à Kinshasa. Et voilà qu'à la surprise générale, on voit ce mouvement qui sort. Et jusqu'au moment où nous parlons, pas un seul mot de condamnation du Rwanda vis-à-vis du M23. D'accord, monsieur le ministre, je vais demander une réaction rapide d'Olivier à New York. Je suis désolé de vous interrompre. Olivier, très rapidement. Oui, merci. En fait, la question que vient de poser le ministre Mende, c'est concernant les relations entre le Rwanda et le Congo. En fait, il faut se poser une question. Quel intérêt aurait le Rwanda, alors qu'il a tout fait pour la paix, depuis les accords de Pretoria en 2002 et les accords de Nairobi en 2007. D'accord, mais Olivier, est-ce qu'on peut trouver une solution à cette guerre? Olivier, rapidement, est-ce qu'on peut trouver une solution? Qu'en pense Kigali? À Kigali, on fait comme on a toujours fait, c'est-à-dire essayer d'avoir une solution politique à la crise. On a tout fait, et même le Rwanda a été médiateur dans ce conflit. Avant même la création du M23, il y a eu une réunion à Gisenyi le 8 avril, demandée par le président Kabila, et dans laquelle il y avait les autorités du Congo et les autorités des ex-CNDP pour régler les problèmes qui relèvent du déploiement hors du Kivu, des problèmes de gras, des problèmes de soldes. Et le Rwanda voulait qu'il y ait une solution pacifique à la crise. D'accord, mais Olivier, certainement, c'est un débat, il faudra revenir là-dessus, le temps nous fait défaut, je suis désolé. Voilà, je vous remercie. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, Olivier Nduhungirehe de la mission permanente du Rwanda aux Nations Unies et Robert Daguillard, chef du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique. Et avant de vous quitter, une petite bouffée d'air frais dans Washington Forum. Et pour cela, nous retrouvons Roger Muntu. Salut Roger. Salut Jacques, merci. Salut les amis. Certes, comme vous venez de l'entendre, la situation en RDC est déplorable. Beaucoup des jeunes ont du mal à s'en sortir. Ceux-là qui ont l'occasion d'aller chercher ailleurs n'hésitent pas à le faire. Tel est le cas de Top One Frisson, auteur, compositeur, interprète, poète, danseur et chorégraphe. Après des études en Algérie en 1997, sans nouvelles de ses parents, suite à la guerre qui touche la RDC, il décide de s'installer en France. J'ai pu l'avoir au téléphone aujourd'hui. Il m'a dit qu'il prie beaucoup pour que son pays sorte de cette crise qui dure longtemps. Top One, un chanceux, comme il se considère, est venu à Washington récemment pour accepter le prix Irwama, l'International and Reggae World Music Award, créé en 1982. Irwama reconnaît et honore les réalisations et les contributions du reggae et du world music, y compris bien sûr les auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens promoteurs. Suivons ce petit clip des Top One. Top One of Frisson, this is a chance of us where we return the only one of being LD Easy. C'est qu'un ton si tu aimes ton frère et ta soeur, si tu aimes ton temps et ta vision le long front, mais si tu aimes la femme du voisin, reviens qui torche, qui ne saute pas, n'est pas africain, désiré qui ne saute pas, Sylvain Coué, qui ne saute pas, 3 ans énergie, ouais, à la fin de la rivière, Top One Frisson, Voilà Jacques, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On a décollé avec Top One, comme tu viens de le voir, et c'est difficile pour certains, mais ils s'en sortent quand même. Merci bien Roger et à très bientôt. Et d'ailleurs, il y a un projet de la Voix de l'Amérique qui va également décoller. On va décoller avec Roger, pourquoi pas à partir de lundi. Oui, il s'agit de Mali One, un bulletin de 3 minutes sur votre téléphone portable. Les dernières nouvelles sur le Mali à malione.com, malione.com. Donc voilà, merci à vous chers amis de la Voix de l'Amérique, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Quoi que vous fassiez, soyez prudents et à la prochaine.